vent se relève ce fameux soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Je m'appelle Roy. Je suis shérif dans une petite ville au nord-ouest du Vermont, à 20 km de la frontière du Canada. Il y a 3 mois, juste après les fêtes de Noël, alors que la ville était encore décorée aux couleurs des fêtes, j'ai reçu un appel de mes supérieurs. Leurs supérieurs les avaient informés qu'un convoi exceptionnel venant du nord du Canada allait partir par notre ville. Il circulerait de nuit et emprunterait Main Street entre 2 et 3 heures du matin. Le contenu dangereux du convoi justifie leur traversée de nuit. Mes supérieurs parlaient de matières fissiles, de substances radioactives. Alors, je n'ai pas posé de questions. Notre petite ville n'est pas très fréquentée, d'habitude, surtout durant l'hiver. À cette époque de l'année, le climat peut être rude, avec des températures qui descendent bien en dessous de zéro et de la neige. Heureusement, la municipalité nous a fourni de nombreux instruments de déblayage et nos habitants sont habitués au froid mordant. Cette nuit-là, le froid semblait plus mordant que jamais, comme si l'hiver s'était décidé à nous montrer de quoi il était capable. Le thermomètre affichait une température sous les moins 30 degrés et un vent particulièrement violent faisait danser les flocons de neige devant les épaisses vitres de mon bureau. Le café bien noir contrastait avec la neige blanche qui tombait à un rythme hypnotique, presque somnifère. Vers 1h30 du matin, je suis sorti pour disposer les barrières afin d'empêcher les rares automobilistes qui voyageraient à une heure pareille et par ce temps de traverser ou d'emprunter Main Street. Les éléments se liguaient contre moi et m'assaillirent dès ma sortie du bureau et jusqu'à ce que j'ai terminé de disposer toutes les barrières. Ensuite, je me suis installé au volant de ma voiture avec mon thermos de café et j'ai attendu l'arrivée du convoi. Je dois avouer que j'ai bien failli m'endormir plusieurs fois. Il est même possible que j'ai somnolé quelques instants. La lumière jaune des réverbères, les flocons qui tombaient par milliers, il y avait de quoi vous bercer. Seuls les hurlements lugubres du vent me tenaient éveillé. Mes tasses de café se sont enchaînées jusqu'à ce que mon thermos soit vide. J'ai alors consulté ma montre, constatant l'heure avancée de 3h15 du matin. Toujours pas de convoi. J'ai bien songé au fait qu'il soit passé lorsque je dormais, mais j'en doutais. Il s'agissait, selon mes supérieurs, d'un camion noir de la taille d'un semi-remorque et escorté par 4 jeeps blindés, elles aussi de couleur noire. De tels engins font un sacré boucan et laissent de grosses traces dans la neige. Or, il n'y avait aucune trace, et malgré le fait que je prenne de l'âge, j'étais certain qu'un tel convoi m'aurait sorti du sommeil. À 3h30 du matin, ma radio se mit à grésiller. Mes supérieurs me demandaient de confirmer le passage du convoi. Je leur ai expliqué qu'aucun véhicule ne s'était présenté dans la ville. Un silence pesant plus tard, on m'expliquait qu'en raison des intempéries, il leur était impossible d'envoyer un hélicoptère survoler le trajet du convoi. Aussi, je devais prendre la route et suivre l'itinéraire du convoi en sens contraire jusqu'à sa dernière localisation, de l'autre côté de la frontière canadienne. Un mug de café bien noir et un plein d'essence plus tard, je demeurai ma Jeep en direction de la frontière. Les flocons de neige s'écrasaient contre mon pare-brise et le vent ralentissait ma progression tandis que je m'enfonçais dans une forêt de pins enneigés. Je n'appréciais pas ce trajet. Les routes étaient glissantes et l'absence de lumière autre que mes phares limitait ma vitesse de progression. À coup sûr, ce convoi avait dérapé et percuté un arbre. Cela aurait été la pire nouvelle imaginable. Combien de tonnes de matière radioactive ce convoi transportait-il ? La forêt aurait été irrémédiablement polluée. Et mes pensées ont été interrompues par les lumières d'un véhicule. Cependant, elles ne venaient pas d'en face, mais d'en haut, de la cime des arbres. J'ai arrêté mon véhicule et je suis sorti pour voir de mes propres yeux ce que je ne pouvais concevoir. Il s'agissait d'une Jeep noire, portière ouverte, dont une pendait lamentablement. Pare-brise éclaté, elle était encastrée dans une branche. Comment est-ce qu'un véhicule aussi lourd avait-il pu se retrouver dans cet arbre ? Je suis rapidement remonté à bord de mon véhicule pour allumer tous les phares, afin que l'on me voie de loin. J'en ai profité pour aller chercher ma lampe de poche dans ma boîte à gants, et je suis ressorti pour éclairer les alentours. Il y avait peut-être des blessés, et par ce temps, ils mourraient plus rapidement d'hypothermie que d'une éventuelle blessure. La première chose que ma lampe a éclairée sur la route furent des traces de sang, de longues traînées pourpres sur le bitume blanc. Mon cœur s'est mis à battre plus fort,
à mesure que je remontais les traînées. Impossible de respirer par le nez, tant j'avais peur. J'ai continué sur une centaine de mètres avant de tomber sur une autre Jeep. Elle gisait sur le bas-côté, renversée. La moitié arrière du véhicule faisait défaut. En dessous de l'engin renversé sortait un bras, tenant encore entre ses doigts crispés un fusil d'assaut dont la lampe était allumée. J'ai décroché l'arme des doigts et j'y ai jeté un rapide coup d'œil. Un frisson m'a parcouru en constatant que le chargeur était vide. Le convoi avait-il été attaqué? Des bombes auraient été responsables de l'état de ces véhicules? Si oui, où étaient les éclats et les cratères brûlants? Il n'y avait rien de tel dans les parages. J'ai continué ma route, éclairant les ténèbres ponctuées de taches blanches de ma lampe torche, les mains tremblantes. Ici, une flaque de sang gelé. Là, un fusil d'assaut tordu. Et enfin, le semi-remorque. L'énorme camion noir était renversé sur le bas-côté. Ses pneus gainés de chaîne ne touchaient plus le sol. À nouveau, les portières étaient grandes ouvertes. Mais surtout, la remorque était déchiquetée, tordue comme on le ferait avec le couvercle d'une boîte de conserve, mais de l'intérieur. Et puis, quelque chose a attiré mon attention, ou plutôt, le manque de quelque chose. Pourquoi n'y avait-il pas de symbole de danger radioactif? À la place, il n'y avait que deux autres logos. Celui du danger biologique et un autre inconnu, les initiales S, C, P. Un gémissement m'a sorti de mes réflexions. J'ai sursauté et braqué la lampe dans la direction du gémissement. Là-bas, au loin, près d'une Jeep déchirée en deux, se traînait quelqu'un. Je me suis approché en courant et j'ai découvert une femme entièrement vêtue de noir, équipée comme pour la guerre. Elle se traînait sur le sol enneigé, laissant derrière elle une longue traînée de sang, là où devaient être ses jambes. Je l'ai prise par les aisselles et l'ai traînée en rebroussant chemin vers la Jeep. Je lui ai demandé s'il avait d'autres survivants, mais elle a secoué fébrilement la tête. À mi-chemin, alors qu'elle était devenue aussi pâle que la neige, un craquement lointain m'a fait sursauter. On aurait dit un arbre qui s'effondrait. Les yeux de la rescapée se sont ouverts en grand, sous la panique, et elle a agrippé la manche de mon manteau. « Il revient !» a-t-elle crié, paniquée. « Il revient, il faut partir tout de suite !» J'ai accéléré le pas, maudissant mes kilos en trop, pendant que les craquements se rapprochaient de plus en plus. On entendait des arbres être brisés et s'effondrer sur d'autres, provoquant des sons terrifiants. Des pas incroyablement lourds se faisaient entendre. Les feux de ma Jeep ont été étirés devant nos ombres allongées et nous avons assisté à la chute d'un sapin de plus de 10 mètres. Il s'est effondré lourdement sur la route, à la limite de l'éclairage de mes phares. J'ai ouvert la portière arrière et aidé la survivante à se hisser sur la banquette. Puis, je me suis jeté à mon volant et j'ai démarré le moteur. Il a gémi de s'activer par un froid pareil, mais j'ai ignoré ses complaintes. Les pas se rapprochaient et une silhouette gigantesque se dessinait dans la lumière de mes phares. J'ai fait une rapide manœuvre alors que les détails monstrueux de cette chose colossale se dessinaient dans mon rétroviseur. Le moteur a rugi et mon véhicule s'est lancé en sens inverse vers la ville. La silhouette d'une maigreur alarmante aux membres anormalement longs et à la tête ornée de bois de serre gigantesque se faisait de plus en plus petite jusqu'à disparaître dans l'obscurité. Ma passagère n'était plus consciente lorsque nous avons atteint la ville. Je l'ai sortie du véhicule et ai réveillé le médecin pour la lui confier. Face à ses blessures, il ne prévoyait que d'amputer ce qui restait de ses jambes, comme la gangrène s'était déjà installée. Elle n'a pas survécu à l'opération. J'ai informé mes supérieurs de l'état de la localisation du convoi, mais je n'ai jamais fait mention des initiales SCP ou de la créature. Mes supérieurs sont venus me demander ce que je savais, ce que j'avais vu, puis ils ont récupéré l'uniforme noir de la défunte ainsi que son corps. Persuadés que j'ignorais tout de ce qu'il transportait, ils m'ont donné des explications bidons, faisant mention du danger biologique non maîtrisé et ont interdit l'accès à la forêt jusqu'à résolution du problème. Encore aujourd'hui, mes cauchemars sont peuplés d'êtres immenses d'une maigreur affolante et dont la tête est coiffée de bois de serre. Leurs membres allongés m'attrapent et me portent à une gueule garnie de croix serrées. Cette chose, qui s'est échappée de leur convoi, est encore dans la forêt, j'en suis certain. Ce que j'ignore, c'est de quoi il s'agit, et surtout, ce que signifient les initiales SCP.